Bonjour à tous, bonjour Thierry Mandon. Bonjour. On va commencer par le voyage de Nicolas Sarkozy à Moscou. Il va rencontrer tout à l'heure Vladimir Poutine. Est-ce que ça complique la diplomatie française? En tout cas, je ne crois pas que ce soit le rôle d'un ancien président de la République que de parasiter la diplomatie de la France. Il devrait... Vous dites parasitage? Oui, forcément, c'est pas un candidat en campagne, c'est plus que ça. C'est un ancien président de la République et donc il doit savoir que la diplomatie c'est très compliqué et qu'il est un peu comme un chien dans un jeu de quilles dans cette affaire. Est-ce que un comportement comme celui-ci, pour vous, c'est un comportement qui n'est pas digne d'un ancien président de la République? En tout cas, il est inédit. À ma connaissance, il est sans précédent en France. Voilà, et pas une question de dignité, mais c'est pas je trouve que c'est pas bien. C'est une erreur selon vous? Oui, je crois qu'il aurait pu s'abstenir de ce genre de déplacement. Alors, vous êtes ministre des Universités, le budget vient d'être adopté, et l'université, ce sont des images qu'on voit en permanence, d'amphithéâtres bondés. Est-ce que les étudiants peuvent étudier convenablement aujourd'hui à l'université? Alors oui, une étude OCDE le montre, la France est un des pays au monde où on réussit le plus ses études supérieures. 80% de ceux qui font des études supérieures terminent avec un diplôme. La moyenne mondiale, c'est 70%. Il y a des difficultés à l'université, elle est victime de son succès. Beaucoup d'étudiants, et dans les années qui viennent, les choses vont encore augmenter. On annonce 3 millions d'étudiants dans 10 ans. Oui, c'est probablement la 500 000 de plus réalité. Aujourd'hui. Absolument, c'est ce qui explique qu'il faut aujourd'hui penser un peu autrement la façon de concevoir l'université. Plus de sous, plus de moyens, l'effort budgétaire de l'État est très important cette année, mais de l'innovation. Très important, c'est 165 millions de plus. C'est pas avec ça qu'on va construire de nouveaux amphis. Dans un budget qui baisse pratiquement, disons, qui est stable, c'est un effort très significatif, mais vous avez raison, ça n'est que le pilier, cet effort budgétaire, d'un effort plus global qui passe. Et regardez ces images qu'on a. Est-ce qu'on peut vraiment étudier dans des conditions comme celle-là? Écoutez, il y a un tiers des amphithéâtres, des établissements universitaires qui sont en très bon état. Un tiers qui mérite des petites rénovations et un tiers qui doit faire l'objet de gros travaux. Mais vous voyez ce qui se passe dans cet amphi. C'est un paradoxe. Tout le monde a un ordinateur, ou quasiment tout le monde a un ordinateur. Et là, dans 10 ans, voilà comment ça va se passer. Il y aura très peu de cours en amphithéâtre. Aujourd'hui, vous apprenez en amphithéâtre et vous consolidez vos apprentissages chez vous tout seul. C'est l'inverse qui va se passer dans 10 ans, ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Vous apprendrez, vous découvrirez les cours chez vous sur votre ordinateur grâce à des MOOC, des cours en ligne, et vous viendrez à l'université dans des travaux dirigés avec des professeurs dans des petits groupes qui vous consolideront les connaissances. Et c'est comme ça, en partie, par cette innovation numérique-là, qu'on va révolutionner la façon d'apprendre. C'est pas seulement vrai en France, d'ailleurs, c'est vrai dans le monde. Donc il y a des solutions, et techniques, et budgétaires, bien sûr, au problème de la démographie étudiante. On dit 3 millions d'étudiants dans 10 ans. Est-ce qu'on a besoin de ces 3 millions? Est-ce qu'on a du travail pour ces 3 millions d'étudiants? On est absolument sûr que l'emploi dans 15 ou 20 années nécessitera un bagage initial beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Les emplois de la strate moyenne vont disparaître. Il y aura 2 types d'emplois. Il y a un débat aux États-Unis aujourd'hui dont je vous fais l'économie. Des emplois qui demanderont des savoirs très pratiques, que vous pourrez apprendre avec des CAP, avec des niveaux de diplôme très pratiques, et des emplois plus qualifiés, beaucoup plus qualifiés qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut monter le niveau de compétences et de connaissances de tous nos jeunes. Mais est-ce qu'il ne faut pas diriger les étudiants vers des filières porteuses, alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants vont dans des filières où il n'y a pas d'avenir? Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a un maillon faible dans notre système aujourd'hui, c'est l'orientation très insuffisante et les informations qui sont données aux étudiants qui sont très insuffisantes. Chaque étudiant qui choisit une filière devrait pouvoir connaître le taux d'emploi à la sortie du diplôme, le niveau de salaire à la sortie du diplôme, les perspectives professionnelles. Ces données que nous sommes en train d'agréger, de récupérer pour les donner aux étudiants avant qu'ils fassent leur choix. En dernière année de lycée, nous travaillons avec Najat. Est-ce qu'il faut les contraindre là-dessus? Les contraindre, non. Pourquoi? Parce que on ne peut pas commencer une scolarité en étant dirigé malgré soi dans une filière. C'est la meilleure façon d'échouer. En revanche, il faut une orientation beaucoup plus active, beaucoup plus construite qu'aujourd'hui. Et qui doit commencer dès le lycée, d'où le travail que nous faisons avec la ministre. Pour que dès le lycée, on choisisse
non plus à l'aveugle, mais en connaissance de cause, qu'on n'aille pas dans une impasse, mais qu'on ait des chances de réussir sa scolarité. Il y a de plus en plus de facs privées, chères. Est-ce que ça veut dire qu'on est à une fac à 2 vitesses ? Non, là aussi, les études OCDE montrent que en France, un étudiant non seulement réussit sa scolarité, mais rapporte au pays beaucoup plus que ce que ces études ont coûté. Et les universités françaises sont très attractives. Beaucoup d'étudiants étrangers veulent venir apprendre en France. On est la 3e destination au monde parce que les universités françaises sont très appréciées. Elles ont des difficultés, mais elles sont très appréciées. Donc c'est un capital pour nous, l'université française. Sujet très différent. Manuel Valls laissait entendre avant-hier qu'un front républicain pour les régionales était envisageable pour faire barrage, comme il le dit, au Front National. Est-ce que ça vous paraît une bonne solution ? C'est-à-dire que les socialistes se désistent là où le Front National pourrait l'emporter. La bonne solution, c'est que les socialistes ne soient pas en situation de se désister, c'est-à-dire qu'ils soient soit en tête, soit deuxième. Et moi, je pense que c'est possible. Parce que j'observe que dans certaines régions en France, 3 ou 4 régions aujourd'hui, le Parti socialiste a des scores considérables, supérieurs à 30%, 35%. Ça veut dire que cette élection, pour nous, est jouable. Nous commençons à avoir des résultats économiques. Les Français se rendent compte que les efforts, la patience que nous mettons à faire des réformes, ça commence à payer. C'est encore très insuffisant. Il faut d'abord se battre pour n'être pas en situation de devoir ou pas se désister. Premier ou second, c'est ça l'objectif du premier tour. Mais dans les 2 ou 3 régions où ça peut se produire, qu'est-ce que vous préconisez ? Écoutez, le débat il sera ouvert collectivement au soir du premier tour. Moi, je ne veux pas de région Front National en France. J'en veux pas. Je ne sais pas si on y arrivera, mais je n'en veux pas. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est un message terrible qui serait donné en Europe et dans le monde de ce qu'est la réalité de la France. Et surtout, ces régions sont condamnées au plan économique. Je suis persuadé que des régions, avec les pouvoirs des régions, notamment en matière économique, qui diraient « nous, on referme tout », ces régions-là perdraient leurs investisseurs, ces régions-là perdraient beaucoup de dynamique économique et ce serait terrible pour les populations. Donc c'est ça qu'on veut éviter. Merci Thierry Mordon.